Donc, bienvenue à la conférence sur le transport et la mobilité. Nous allons parler ce matin de l'open payment et également du titre unique de transport. Donc, je suis Stéphanie D'Angeli, je suis responsable marketing chez CB et j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Gamblin, qui est directrice des mobilités à Dijon Métropole. Bonjour. Christophe Badesco, chargé de mission chez Keolis, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Bonjour. Et Mélanie Vergnon, sous-directrice de la multimodalité, de l'innovation, du numérique et des territoires à la DGITM. Bonjour, enchantée. Alors avant de commencer, je vais faire un petit sondage. Qui connaît l'open payment? Alors plus à gauche qu'à droite apparemment. Et qui a déjà utilisé l'open payment en France ou à l'étranger? Bon, je vois que vous êtes très nombreux quand même, donc c'est un sujet qui commence à être connu. Pour ceux... Alors, je vais prendre la zapette. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'open payment permet de payer et de valider son titre de transport avec sa carte bancaire ou son mobile directement sur les valideurs des réseaux de transport, que ce soit le métro, le bus, le tram, les navettes fluviales, le téléphérique. En fait, c'est très simple. Il n'y a pas d'inscription préalable, il n'y a pas besoin de s'enrôler dans une appli. Ça évite de faire la queue et puis il est possible également d'appliquer le meilleur tarif en fonction du nombre de voyages qui ont été réalisés par le client. Mais au-delà de l'aspect pratique de l'open payment, c'est un des leviers importants pour répondre aux objectifs de développement durable des collectivités. Ça facilite l'accès au transport, ça favorise son usage et ça permet de réduire ainsi l'utilisation de la voiture et les émissions de CO2. En France, il y a déjà plus de 50 déploiements qui ont été réalisés. Il y a Lyon, Marseille, Toulouse, Rennes, voilà, pour ne citer que ces villes-là. Et pour faire un petit peu d'histoire, l'open payment a été déployé en 2012 à Londres à l'occasion des JO, en 2018 à Dijon. Et puis le déploiement a continué finalement et s'est répandu de façon massive, tant en France qu'à l'étranger. Donc en France, il y a déjà plus de 50 déploiements. Les déploiements vont continuer. En 2025 et 2026, on a déjà 40 projets qui ont été identifiés. Sur les 50 projets d'open payment qui sont en production, qui sont en cours, il faut savoir que 70% des transactions open payment passent par le réseau CB en priorité et que CB est le seul scheme local à faire de l'open payment en Europe. Et aujourd'hui, l'open payment s'inscrit dans une dynamique nationale en étant intégré au projet du titre unique de transport que Mélanie va vous présenter après. Alors, juste pour information, avant de passer aux questions, aux intervenants, vous avez la possibilité de flasher le QR code et poser vos questions. Et on aura un petit moment à la fin, pendant 10-15 minutes, pour y répondre. Alors, je fais un peu de teasing. Alors, Christophe, je vais commencer avec toi. Donc, ça fait 7 ans que l'open payment a été lancé en France. Keolis a été précurseur. Quel retour d'expérience pourrais-tu nous faire sur l'open payment, la vision d'un opérateur de transport sur le plan national? Quand j'étais gamin, on disait que 7 ans, c'est l'âge de raison. Donc, je vais pas me mentir. 7 ans, c'est court. C'est passé tellement vite que, en fait, au début, c'était un pari, en se disant, ça paraît un peu simple, mais finalement, pourquoi ça fonctionnerait pas? Tu le montres, et en tout cas, c'est bien à l'écran aujourd'hui. Je vois quand même peu de villes, peu d'endroits dans lesquels l'open payment n'est pas ou ne sera pas. Donc, c'est quand même déjà la première nouvelle. Ce que je vois aussi, c'est que l'open payment fait partie désormais de quasiment toutes les
consultations auxquelles nous, transporteurs, répondons. Même en Île-de-France, on commence à évoquer l'open payment. Donc ça veut dire que ça intéresse tout le monde. Encore une fois, rares sont les endroits dans lesquels l'open payment ne représente pas quelque chose avec lequel on a l'habitude ou on aura l'habitude de fonctionner. Tu présentais juste rapidement la première slide tout à l'heure. L'open payment représente entre un tiers, voire 3/4 des tickets unitaires. Le ticket unitaire, c'est ce que vous allez pouvoir acheter dans le bus. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir circuler au cas où vous n'avez pas de titre de transport et que vous n'êtes ni abonné, ni vous n'avez pas de précaution genre carnet de 10. Il y a juste 3 ans, on était à peine à 20%. Aujourd'hui, j'ai des réseaux dans lesquels c'est 3/4 des tickets unitaires qui sont représentés par l'open payment. Ça veut dire que 3 personnes sur 4 qui n'avaient pas de billets voyagent en open payment. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc c'est déjà un chiffre incroyable. Incroyable, encore une fois, compte tenu de la facilité avec laquelle on voyage. Ensuite, il y a d'autres tendances. L'autre tendance, elle est relative notamment à ce qu'on appelle le plafonnement, qui a été mis en place à Dijon, et je pense qu'Anne-Sophie reviendra dessus tout à l'heure. Le plafonnement, en fait, qui permet à l'anglaise de pouvoir caper, comme on dit, c'est-à-dire plafonner ses voyages eu égard à un tarif journalier, eh bien, le plafonnement n'est pas systématiquement implanté. Ça, c'est important pour des raisons tarifaires, pour des raisons de choix, tout simplement, mais aussi de liberté, c'est-à-dire on ne veut pas forcément inciter les clients à voyager plus. Ils voyagent eu égard à ce dont ils ont besoin en termes de besoin de déplacement. Et le plafonnement n'est pas systématiquement appliqué, alors qu'à l'origine, quand ça a démarré l'open payment, on pensait que ça allait être systématiquement implanté. Troisième chose également importante, là il y a un parterre de banquiers et de spécialistes de la banque. Les mécanismes de recouvrement, les mécanismes de garantie, nous, opérateurs et autorités organisatrices, nous apportent une sécurité qui ne s'est jamais démentie. Et c'est ça aussi qui fait le succès de l'open payment. C'est-à-dire que la garantie, la sécurisation, encore une fois, de toute cette chaîne de valeur, elle a aussi largement convaincu celles et ceux qui n'étaient pas à l'origine friands de ce nouveau canal, puisque par définition, on fait rentrer un tiers dans notre chaîne de distribution. Quatrième chose, je regarde mon petit papier, histoire de ne pas dire de bêtises, les codes retour, au cas où il y a un souci, les codes retour, ce sont systématiquement les mêmes et ils restent là aussi dans des valeurs, comment dirais-je, qui sont moyennes mais qui n'augmentent pas. Alors là encore, j'ai un parterre de spécialistes en face de moi, le code 51, j'en vois qui sourit déjà, voilà. Ou le code 05, qui sont connus. Donc 51 fonds insuffisants, si ma mémoire est bonne. Insufficient funds, si ma mémoire est bonne. Le code 05, do not honor, qui est le code un peu fourre-tout. Ces deux codes-là sont les codes principaux que l'on voit à 90% à peu près sur les codes retour des transactions. Ça veut dire que tant que ces codes-là n'augmentent pas ni ne diminuent pas, en fait, ça me laisse non pas perplexe, mais ça me sécurise dans ma compréhension de ce que représente l'open payment aujourd'hui dans la chaîne de valeur en France. En l'occurrence, j'aurai toujours le même nombre de personnes qui malheureusement n'ont pas beaucoup d'argent sur leur compte et j'ai toujours le même nombre de personnes avec lesquelles il y a des difficultés à donner de manière binaire une réponse pour le fait de voyager ou non en open payment. Donc pour moi, tout est sous contrôle. Merci Christophe. Alors, côté métropole de Dijon, Anne-Sophie, est-ce que tu pourrais nous faire part également de ton retour d'expérience ? Tout à fait. Donc, nous avons lancé l'open payment au démarrage avec un partenariat Worldline, Visa et BPCE. Ça a été tout de suite un succès. Au départ, notre objectif initial, c'était de lancer plutôt pour les touristes qui viendraient à Dijon, les personnes qui n'avaient pas de moyens de paiement a priori, qui ne savaient pas comment acheter leurs billets, qui connaissaient d'autres systèmes dans d'autres pays. Et finalement, on s'est rendu compte que la population dijonnaise s'est très très vite appropriée aussi ce nouveau mode de paiement. Et donc aujourd'hui, on a 45% de nos ventes
de titres occasionnels qui se font en open payment. Et si on réfléchit juste sur les titres unitaires, on est maintenant à 55%. Donc un ticket sur 2 unitaire est payé en open payment. Voilà. Et pour une indication de notre fréquentation, on a 2 700 000 voyages en 2024 qui ont été effectués avec l'open payment. Bon, pour avoir je suppose que tout le monde ne sait pas combien on fait de voyages dans les bus et trams à Dijon, c'est à peu près 6% de notre fréquentation, ce qui n'est pas négligeable hein, puisque les abonnés s'en font 50%. Voilà, alors désormais on est en partenariat avec Cuba, CB et la Banque Postale. Nous avons donc évolué, développé un nouveau environnement. Pourquoi on a fait ça en fait? L'objectif c'était d'avoir tout sur un valideur unique, donc notre valideur billettique. Donc maintenant on valide sa carte bancaire également sur le valideur billettique. Auparavant nous avions 2 appareils. Ça nous a permis d'ailleurs de passer de 339 valideurs Ioneo donc de Worldline à finalement maintenant 927 valideurs Cuba. On avait en fait 10 valideurs billettiques dans une rame de tramway et seulement 4 valideurs carte bancaire. Voilà, donc on a pu maintenant mettre l'ensemble de l'open payment sur tous les valideurs. Donc ça, c'est un avantage très très fort. Ça va certainement contribuer encore à développer nos ventes. On avait aussi un sujet ergonomie et finalement parcours client. On a maintenant un écran tactile, on a des bips sonores, on a plus de facilité à communiquer avec le matériel. On peut aussi mieux lutter contre la fraude. On a 8% des fraudeurs qui en fait attendent à côté du valideur et quand ils voient le contrôleur, pouf, ils font vite la validation de la carte. Donc ça maintenant, ça n'est plus possible puisque même avec la carte bancaire, on est sur le valideur que le conducteur peut bloquer quand il y a des opérations de contrôle. Donc ça, c'est pas négligeable non plus pour nos recettes. Et enfin, vous savez combien nous sommes attachés, les autorités organisatrices de mobilité, sur connaître la fréquentation de nos modes de transport. Et grâce à ce système intégré, aujourd'hui, toutes les données traversent par la billettique, ce qui nous évite de suivre 2 bases de données, et notamment toutes les données aussi aux arrêts, combien de personnes montent aux arrêts et où elles vont. Merci Anne-Sophie. Christophe, est-ce que tu pourrais nous partager quelques chiffres clés? Oui, volontiers. Alors, j'ai déjà donné quelques tendances tout à l'heure en termes de chiffres, hein, parce que tant qu'à faire, je suis là aussi pour ça. Le premier chiffre, pardon, ça va être sur l'origine des cartes. L'origine des cartes, pour 94%, les cartes sont françaises. Donc merci CB de nous aider pour ce faire. La provenance en fait des cartes reste évidemment avec les XP un petit peu complexe encore aujourd'hui à discriminer, on va dire comme ça. Les chiffres dont je dispose sont assez étonnants parce qu'en fait ils montrent que les cartes européennes représentent 2% et les cartes extra-européennes représentent 4%. En fait, à l'origine, on pensait que c'était plutôt l'inverse, que les cartes dites mondiales, hein, on va dire comme ça, allaient être bien moins importantes que les cartes européennes. Encore une fois, je pense que ce sont les XP qui viennent perturber un peu cette vision et que dès lors que toutes les banques auront bien intégré CB en priorité sur les wallets, cette tendance va redescendre à des choses un petit peu plus classiques. Ça va être fait rapidement. Super. Continuons à allumer des cierges. D'ici la mi-2025, hein, ce sera fait. Parfait. Bonne nouvelle. Justement, les wallets, ils représentent 1/3 aujourd'hui des validations en open payment, des TAP. Il y a encore une petite année, c'était à peine 20%. Donc ça représente la tendance lourde que l'on voit sur le paiement. C'est extrêmement important parce que ça renforce encore une fois l'appétence des clients, des porteurs, des voyageurs, hein, on peut les appeler comme on veut, pour justement utiliser cela au même titre qui font un achat lorsque, je sais pas, ils vont acheter un journal ou un croissant, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est extrêmement important et ça ne va pas diminuer avec la tendance dont tu viens de parler. C'est une très bonne nouvelle. Troisième chiffre, la multivalidation, le fait qu'on puisse voyager à plusieurs. Imaginez que je sois en famille à Dijon et que je veuille faire profiter ma femme, ma fille de
ma carte de paiement pour voyager en open payment. C'est tout à fait possible grâce, comme l'a indiqué tout à l'heure Anne-Sophie, avec l'ergonomie du valideur qui permet d'indiquer le nombre de personnes qui voyagent avec moi. C'est une demande extrêmement importante de la part des autorités organisatrices. Paradoxalement, c'est 2% des voyages. C'est-à-dire qu'il y a finalement très peu d'utilisateurs qui l'utilisent. C'est demandé, il faut l'avoir, mais finalement, c'est très peu utilisé. Bon, à la limite, c'est pas grave, hein, mais au moins, on l'a. Voilà, ça, c'est la bonne nouvelle. Et dernier chiffre que je vais vous partager, c'est sur l'utilisation du portail. Le portail qui permet de récupérer sa note de frais ou le justificatif comme quoi, donc avec un PDF, comme quoi j'ai voyagé en open payment. Ben, c'est à peine 2 voire 3% des cartes que l'on voit passer qui vont ensuite se créer un compte sur le portail. Donc autant dire, pas grand-chose. Alors est-ce que ça correspond à la proportion des personnes qui font leur compte? Je ne sais pas. En tout cas, c'est beaucoup d'efforts pour, je ne vais pas dire pas grand-chose, mais presque. Là aussi, il faut l'avoir, c'est réglementaire, mais c'est extrêmement peu utilisé. Alors c'est un peu embêtant parce que le portail, pour nous, c'est un moyen de rester en contact avec le porteur, puisque qui dit portail dit en général compte, qui dit compte dit adresse mail, ça permet de pouvoir informer, communiquer. Bon, c'est la petite déception de l'open payment, la petite surprise, mais bon, on ne peut pas être bon partout. Voilà. Merci Christophe. Et Anne-Sophie, est-ce que vous avez vu une évolution du comportement des voyageurs depuis le lancement de l'open payment en 2018 ? Alors, on peut peut-être remettre la courbe que l'on a mis tout à l'heure. En fait, on voit la courbe verte, hein, c'était un succès phénoménal et on a les autres titres qui effectivement sont plutôt en chute ou se sont essoufflés finalement face au succès de l'open payment. Donc on voit bien que ce système très simple a incité des gens qui habituellement prenaient des carnets de tickets par exemple ou étaient dans notre système de post-payment d'aller vers l'open payment. Et ça ne nous arrangeait pas trop non plus puisque comme tu le disais à l'instant, quelqu'un qui est dans post-payment, qui a fait donc une demande de prélèvement automatique et qui chaque début de mois est prélevé des voyages qu'il a fait le mois précédent est dans notre base de données client. Et donc c'est toujours intéressant, c'est aussi un occasionnel régulier de notre métropole à qui on veut donner des informations en permanence sur notre réseau. Donc on a décidé en juillet 2023 d'augmenter le tarif de notre open payment pour rééquilibrer l'usage de notre gamme tarifaire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a la multivalidation. Je vais pas revenir dessus parce que c'était une demande très forte de nos usagers parce que ça existe avec les autres types de transport. Donc c'était très gênant de ne pas pouvoir proposer le même niveau de service avec l'open payment. Et on avait fait une enquête qualitative au démarrage de l'open payment en 2018. Et ce qui nous avait été remonté, c'est évidemment la modernité de ce système, en fait. Hein. C'était vraiment... D'ailleurs, Keolis Dijon, notre réseau Divia Mobilité, garde cette image de réseau innovant et vraiment dans l'ère numérique grâce à cela. C'était très pratique, on ne se pose pas de questions, on ne cherche pas de point de vente, c'est tout de suite l'accessibilité du réseau pour n'importe quel arrivant dans la métropole. Et le seul petit bémol, c'était à l'époque, il faut remettre dans le contexte, en 2018, un peu la crainte de sortir sa carte bancaire. Mais aujourd'hui, avec le développement de l'open payment, du sans contact, je pense que c'est plus un souci. Et aujourd'hui, donc, on a 63% des paiements en open payment qui sont faits avec la carte bancaire, 36,9% avec le smartphone et 0,1% avec la montre connectée. Donc là, il y a des petits progrès à faire, je pense, sur la montre connectée. Merci Anne-Sophie. Donc tout à l'heure en introduction, j'ai parlé du titre unique de transport. C'est un projet qui est à l'initiative de Clément Beaune, ex-ministre des Transports. Et Mélanie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le titre unique? Qu'est-ce que c'est finalement? Merci beaucoup Anne-Sophie. Effectivement, je vais vous expliquer en quelques mots l'histoire du titre unique de transport, puisque ça doit peut-être vous intriguer, vous demander tout ce que c'est. Ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais ce sera sans doute très bientôt une réalité pour, on l'espère, un grand nombre de personnes. Déjà peut-être à titre liminaire, un tout petit pas de côté pour expliquer ce que fait l'État finalement dans cette table ronde. Parce que vous en doutez, moi je travaille au ministère des Transports sur la question d'innovation et numérique. Je ne suis pas forcément une spécialiste de carte bancaire. Néanmoins, l'État, bien que n'ayant pas la compétence mobilité, qui est dévolue aux régions pour la partie ferroviaire et aux agglomérations, aux métropoles pour la partie transport urbain, a réellement un rôle à jouer en tant qu'acteur fédérateur qui pose un cadre et qui doit travailler notamment à l'interopérabilité des différents systèmes de manière à
s'efforcer de conduire des politiques publiques qui visent évidemment à optimiser l'utilisation des transports en commun, puisque vous le savez, dans notre pays, le transport est responsable d'un tiers à peu près des émissions de gaz à effet de serre. Et notre but de guerre, c'est évidemment donc de réduire cette part des émissions. Et évidemment, le levier des transports en commun doit être mobilisé. Donc à partir de là, on se pose les questions de comment inciter les voyageurs à utiliser de la manière la plus simple et la plus efficace possible les transports en commun. Donc on l'a vu, je pense que l'open payment répond clairement à cette intention et on se félicite de voir qu'il augmente de cette manière assez continue et vraiment ça participe pleinement à nos objectifs de politique publique. Avec le titre unique, on veut aller encore plus loin. C'est en fait une initiative qui est née d'une discussion avec le GART, c'est le groupement des autorités responsables des transports, également avec les régions de France. Vraiment un travail partenarial de co-construction pour répondre à un besoin simple face à l'irritant de devoir en permanence, si vous voyagez un peu aux quatre coins de la France, vous posez la question, ok, je vais passer le week-end à Bordeaux, quelle est l'appli que je dois télécharger, ensuite j'ai un bout de TER, etc. Je prends l'exemple de Jean-Philippe qui habite à Orléans et qui veut aller à Tours. Alors il va se dire, ok, je prends le tram jusqu'à la gare, j'achète un ticket de tram d'une manière ou d'une autre, ensuite je réserve sur SNCF Connect ou que sais-je mon bout de TER, et à Tours, il faut encore que j'achète un ticket de bus. Donc il y a quand même 3 étapes. On peut imaginer évidemment des parcours encore beaucoup plus complexes avec une dimension multimodale plus ou moins prononcée. Le pari du titre unique, c'est d'offrir, alors avec 2 composantes, on peut peut-être passer sur la slide qui présente le projet. Il y a une partie application et une partie plus plateforme en back-office. C'est d'offrir un parcours sans couture permettant avec un acte d'achat unique de voyager avec l'intégralité du parcours tram, plus TER, plus bus, par exemple. Alors, comment on fait ça ? Déjà, je reviens tout petit peu sur les objectifs. Là, j'ai surtout insisté sur la simplicité de l'usage pour les usagers. Il faut également savoir qu'il y a quand même dans le contexte des obligations européennes, la loi d'orientation des mobilités qui oblige l'ensemble des acteurs à mettre à disposition l'information voyageur, aussi des canaux de vente adaptés permettant justement d'accéder à l'ensemble de l'offre. Et on est par ailleurs dans un contexte de mise en concurrence, vous le savez, on en entend de plus en plus parler sur le train aussi, sur les TER. Donc on a vraiment une myriade d'acteurs qui sont organisés donc, au niveau local sur la responsabilité des autorités organisatrices des mobilités, qui sont chacune compétentes sur leur territoire. Mais le problème, c'est que les voyageurs, eux, ils s'en fichent un peu de la limite territoriale de chaque AOM et ils sont tout à fait susceptibles de traverser 2 régions, de se balader dans une ville ou d'une autre et ils n'ont pas forcément envie d'avoir 15 000 applications dans leur téléphone. Et justement, donc, on propose une solution qui permette d'aller plus loin. Alors, la solution apporte quelques avantages supplémentaires, je dirais, par rapport à l'open payment qui répond déjà à de nombreux critères. Et encore une fois, il n'y a pas du tout de compétition, mais de complémentarité entre les 2 projets. Les limites que je vois à l'open payment, mais ça peut donner l'occasion à un débat, c'est tout d'abord que ça nécessite une compatibilité avec les équipements billettiques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, ça ne marche pas en Ile-de-France parce que les valideurs, ils ne sont pas faits pour. Et évidemment, ça représente un investissement non négligeable pour les AOM qui ne sont pas toutes enclines à mettre sur la table des centaines de millions d'euros et qui peuvent être tentés de passer à d'autres solutions. Donc la solution, on peut tout faire dans notre portable qui soit compatible avec le valideur en place, adapter une multiplicité de situations et de contraintes techniques, c'est forcément un avantage. Autre petit inconvénient, on a vu qu'il y avait un système de plafonnement journalier. En revanche, a priori, vous pouvez me contredire si je me trompe, le valideur qui utilise la carte bancaire, il ne sait pas si vous avez droit à un tarif réduit ou pas. Et ça, le titre unique le permet avec une application où vous êtes enrôlé. Par exemple, certains d'entre vous, si vous êtes en Ile-de-France, vous connaissez peut-être le système Navigo Liberté Plus, où vous pouvez bénéficier, dans certains cas, sous conditions d'âge ou de ressources, de tarifs réduits. Et ça vous permet, une fois pour toutes, donc, de créer votre profil. Vous êtes enrôlé, vous avez votre RIB qui est lié et on vous prélève uniquement pour ce que vous avez utilisé, consommé comme service de transport. Donc là, c'est un principe de post-paiement. Vous pouvez avoir la même chose avec du pré-paiement d'ailleurs, où vous payez à l'avance, vous chargez sur votre application et ensuite vous voyagez. Donc il y a ce deuxième avantage de pouvoir bénéficier des tarifs réduits éventuels. Et le troisième avantage, c'est justement la multimodalité et s'adapter à des situations où la tarification n'est pas plate. Tarification plate, ça veut dire tarif unique, vous payez une valeur donnée, vous baladez partout sur le réseau. Ça marche bien sur le bus, sur le tram, tous les transports urbains, c'est maintenant la totalité des régions françaises qui sont dotées d'une tarification plate. Depuis le 1er janvier, c'est valable aussi en Ile-de-France. En revanche, le TER, il y a une tarification qui dépend de l'origine et de la destination. Et donc, ce que propose le titre unique de transport, c'est justement d'intégrer la grille tarifaire dans toute sa complexité
Et c'est pour ça qu'on travaille avec des territoires partenaires qui vont nous livrer l'ensemble des éléments de tarification. Et ensuite, le voyageur, il a juste à utiliser son application. Il dit, s'il part sur la partie post-paiement, et on verra comment successivement on développera différentes fonctionnalités, il dit, OK, je monte dans le type de transport, dans le mode de transport. Le GPS permet de voir où il se balade. Ensuite, il va monter dans le train et à la fin, il a juste à dire, je suis arrivé. Et là, automatiquement, il est prélevé du montant optimisé en fonction de la combinaison des modes qu'il a utilisés, des tarifs réduits éventuels auxquels il a droit. Et il n'a à se soucier de rien. Donc ça peut sembler assez miraculeux, mais on pense que c'est possible. Et on est vraiment dans la phase où on va lancer les expérimentations à partir du mois de juin. Donc cet été, les premiers bêta-testeurs pourront commencer à circuler sur certains territoires. Il ne m'appartient pas de faire les annonces publiquement aujourd'hui, mais on est vraiment dans cette logique de travailler main dans la main avec les territoires pour offrir une solution de transport encore plus fluide, sans couture, pour inciter un maximum nos concitoyens à se reporter vers les transports en commun. Voilà, ça c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, l'application mobile. Et je ne vais pas être trop longue, juste pour vous dire qu'il y a aussi en back-office une plateforme nationale d'interopérabilité. Donc ça, c'est un petit peu la partie cachée qui permet en fait de s'interfacer avec les différents systèmes déjà développés par les AOM, parce que bien évidemment, on ne demande pas à toutes les régions, toutes les agglos qui ont investi parfois des dizaines de millions d'euros dans leurs SI locaux avec des systèmes de masse plus ou moins perfectionnés, de renoncer à tous ces investissements pour basculer sur un nouveau système qui serait proposé par l'État. Mais on travaille vraiment à l'interfaçage pour permettre à la fois de vendre peut-être un titre de transport par l'application locale, mais par exemple titre de bus dans la région d'à côté ou la ville voisine. On sait que Mulhouse rêverait de vendre des tickets de bus ou de tram de Strasbourg, par exemple. Donc ça, ce sera possible demain avec la plateforme nationale d'interopérabilité. Et on est vraiment dans cette logique de commun numérique où l'État investit en finançant ses expérimentations et le développement de ses briques au bénéfice de l'ensemble des autorités organisatrices de mobilité et des voyageurs. Voilà, c'était un peu long, mais ça nécessitait quand même un petit peu d'explication, je pense. Merci Mélanie. En effet, on était très intéressés d'avoir toutes ces informations en avant-première, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous préciser comment l'open payment s'intégrera ou s'intégrerait dans le projet de titre unique ? Alors, on a encore un petit peu de chemin à faire, puisque l'open payment fonctionne bien aujourd'hui. On n'a pas forcément vocation à venir doublonner et dupliquer la solution tout de suite. Notre première étape, ça va déjà être de lancer l'application qui va permettre de faire du post-paiement ou du pré-paiement, plus évidemment en back-office la plateforme. Mais dans notre marché, qu'on a passé avec un groupement tout à fait compétent en la matière, il y a aussi des tranches fonctionnelles qu'on pourra activer dans un deuxième temps, avec des possibilités d'émuler via l'application du titre unique une carte bancaire sur le téléphone. Mais ils vont vraiment tester ça par rapport aux besoins des usagers. La décision n'est pas encore totalement prise, mais il y a vraiment cette possibilité de faire le lien aussi avec les solutions d'open payment pour avoir la gamme complète des dispositifs à disposition via ce projet. Il faut vraiment voir le titre unique de transport comme un assemblage de briques technologiques, une partie déjà en place, et donc on va s'efforcer de capitaliser évidemment sur ce qui a déjà été développé pour aller un cran plus loin, et une partie qu'on développe en propre et qu'on met à disposition de l'ensemble des acteurs. Merci Mélanie. Pour revenir à l'open payment, Anne-Sophie, quel conseil donneriez-vous à une collectivité qui voudrait lancer l'open payment ? Allez-y déjà. Déjà, il faut réfléchir au positionnement de l'open payment, on va dire, dans ce circuit de distribution, sa gamme tarifaire. Est-ce que ça vient remplacer un titre ? Quel tarif ? Et surtout, la question du déplafonnement dont on a déjà parlé tout à l'heure. Alors nous, à Dijon, on a déjà testé les deux. Comme ça, on a été d'abord déplafonné au pass journée, à 4,20 €. Et puis, depuis qu'on a mis en place la multivalidation, c'était une demande plus forte, donc on a déplafonné. Voilà. L'autre conseil, ce serait de réfléchir à quand on veut lancer l'open payment, parce qu'il y a deux possibilités finalement. Soit on le lance en même temps que son système billettique, soit un renouvellement, soit une première billettique. Et dans ce cas-là, on intègre le tout, mais parfois le projet dure plusieurs années. Et il y a souvent la volonté politique, et ça a été le cas chez nous, de lancer plus vite. Et là, dans ce cas-là, on le déconnecte du lancement de la billettique.
Voilà. Alors moi je préconise d'avoir un matériel unique. Voilà, c'est ce qu'on a adopté maintenant alors qu'on a connu la version précédente. Je sais que mon voisin de gauche n'est pas très favorable. Mais bon, en tout cas pour nous, autorités organisatrices, plusieurs matériels, c'est plusieurs coûts. C'est aussi pour le client plus de complexité. Donc voilà, donc moi c'est ma préconisation. Et puis enfin, surtout faire de la communication. C'était nouveau, hein, donc on a vraiment fait très fort au démarrage. On a pelliculé des trams, on a mis sur chaque véhicule, ici, votre carte bancaire, c'est maintenant votre titre de transport. On a laissé les stickers, alors on les a renouvelés hein, pour qu'ils soient encore jolis, pendant plus de 4 ans, de façon à ce que vraiment la population locale s'approprie ce nouveau mode de paiement. Merci Christophe. Alors, le mot de la fin, quelle tendance et évolution as-tu constaté depuis 2018 ? Bon, déjà, Anne-Sophie exagère, hein, je ne suis pas en désaccord avec elle. Non. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien quand les choses sont séparées, parce que la billettique et l'open payment ne font pas forcément toujours bon ménage, ne serait-ce que pour répondre à une des préoccupations dont a parlé Anne-Sophie, en l'occurrence, la temporalité. Est-ce qu'il faut forcément attendre qu'on renouvelle le système billettique qui est prévu dans 4-5 ans en renouvellement pour mettre en place l'open payment? C'est quand même dommage d'attendre. C'est pour ça que par moment, c'est quand même sympa de pouvoir se dire, allez, tant pis, il y aura 2 équipements, mais au moins, j'aurai l'open payment. Voilà, c'est juste pour ça. Voilà. Ensuite, voilà, moi je suis un peu méfiant et je me méfie des cycles de vie bancaires, et au cas où il y ait une release PCI qui me tombe dessus, je préfère juste avoir à changer le valideur, le lecteur open payment, que toute ma billettique. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je suis un petit peu méfiant, mais encore une fois, le choix à Dijon était le bon choix, hein. Je suis pas du tout inquiet. Alors, sur les tendances, à partir du moment où la com est bien faite, il n'y a pas de souci pour qu'il y ait 2 équipements. C'est-à-dire, les équipements sont visibles. Et le logo CB, il est bien visible. Donc, ça nous aide aussi à ce qu'il n'y ait pas d'interprétation alambiquée sur le fait que il y a la billettique d'un côté, l'open payment de l'autre, lorsque les équipements sont séparés. Voilà, les logos sont là pour ça. Tu parlais de pelliculage tout à l'heure, Anne-Sophie. Pour mettre encore une fois de la com, faire en sorte que nos voyageurs utilisent l'open payment à fond, il n'y a pas de problème. Ça, à partir du moment où ils ont vu que ça marchait une fois, ils le réutiliseront sans arrêt. Là, je suis pas inquiet. Alors, les tendances. Première chose, l'open payment, ça ne fait pas baisser la fraude. Voilà, ça, je suis désolé, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que ça va faire baisser potentiellement les incertitudes, à savoir le client qui voulait acheter un titre de transport sur le quai du tram, qui voit arriver le tram et qui se dit « bon, tant pis, j'ai pas le temps », sous-entendu parce que je suis pressé, il va pouvoir monter à bord et payer avec sa carte, que de toute façon, il aurait utilisé pour payer son titre de transport. Celui-là, je ne suis pas inquiet. En revanche, les autres, le fraudeur invétéré, celui-là, il n'a pas forcément de carte de paiement. Hein. Je le vois dans les stats, d'ailleurs. Et quand il en a une, de toute façon, il n'y a pas d'argent dessus, hein, quand il essaye de payer son amende. Donc, celui-là, de toute façon, il me facilitera pas le travail. Et encore une fois, malheureusement, l'open payment ne fait pas baisser la fraude. En revanche, il va faire baisser les ventes sur les distributeurs automatiques, les automates. Donc les automates, c'est les automates de distribution que vous trouvez sur le quai d'un tram, dans les stations de métro, etc., etc. Ça coûte un peu cher, trop cher, je dirais même, auprès des intégrateurs. Voilà. Mais bon, ça fonctionne bien, ça c'est l'avantage. Alors quand je dis que ça fait baisser les ventes, ça fait baisser les ventes de 10 à 15%. Ça, on le voit. Mais ce n'est pas pour autant que ça va m'inciter à enlever des distributeurs automatiques. Et oui, parce que j'ai encore des clients qui payent en espèces. Et j'ai encore des clients qui veulent recharger leur forfait sur un automate comme celui-là. Donc, je ne peux pas nécessairement aller aussi loin et dire tant pis, j'enlève les automates. Voilà. Donc, côté autorité organisatrice, malheureusement, ce sont des choix compliqués à faire. Hein. Ce sont les autorités organisatrices qui financent, donc ce sont des choix compliqués à faire. Dernière chose, toujours sur les statistiques, la vitesse commerciale, c'est-à-dire la vitesse moyenne
panne que l'on constate dans nos véhicules, alors je parle bien sûr des véhicules de surface, hein, la vitesse commerciale ne bouge pas malgré la baisse de la vente à bord, puisque les tickets unitaires, on l'a vu tout à l'heure, sont désormais, on va dire quasiment majoritairement en open payment. Donc on va se dire il y a moins d'achats à bord. Moins d'achats à bord, ça veut dire que le conducteur est moins sollicité. Ça devrait faire baisser, ça devrait faire baisser, ça devrait faire augmenter, voilà, la vitesse commerciale. Eh ben non. Parce qu'il y a de plus en plus de bagnoles, donc, et de plus en plus de déviations, de plus en plus de travaux. Et ça, malheureusement, on le voit. Et il suffit de regarder, par exemple, la vitesse commerciale des bus à Paris. Hein, elle a juste été diminuée par 2 en 5 ans. Voilà. On a un peu, malheureusement, ce constat-là partout en France. Notre vitesse commerciale a tendance à s'amoindrir, malheureusement, alors qu'elle devrait augmenter. L'open payment, malheureusement, ne joue pas son rôle là-dedans. Dernière chose, on a une tendance qui est vraiment intéressante, c'est celle que le prisme de l'open payment change de dimension. Mélanie en parlait tout à l'heure, en parlant de régions. En fait, on commence à avoir des projets régionaux, justement. C'est ça qui est intéressant. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on lève les problèmes tarifaires que tu évoquais tout à l'heure. Pour autant, il y a maintenant des régions qui lancent des projets open payment. Ça a été le cas avec Nouvelle-Aquitaine. C'est le cas désormais dans pas mal d'endroits en France. Et ça, je trouve que c'est encore une super réussite. Il va falloir que tu refasses ta carte, ça va être compliqué. J'ai le droit de rebondir sur un petit point, parce que j'ai trouvé Christophe très modeste en disant que l'open payment ne faisait pas augmenter la vitesse commerciale. Mais j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas l'open payment, ce serait encore pire. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Toute chose égale par ailleurs, ça ne peut qu'augmenter la vitesse commerciale. Donc il y a un vrai intérêt à la fois pour les transporteurs et pour les usagers, je pense. Non, tout à fait. Non, c'est vrai que on serait attendu à quelque chose de plus visible, de plus grossier, on va dire. Voilà. Malheureusement, c'est pas le cas. Non, tout à fait. Merci. On vient de voir finalement qu'il y a eu plusieurs évolutions entre le lancement en 2018 en France et aujourd'hui. L'utilisation du mobile qui a fortement cru. On est à 30% en moyenne, mais sur certaines villes, ça atteint même 50%. Et si on compare avec ce qui se passe dans les paiements de proximité, où on est à 10-15% en moyenne, on voit qu'il y a une surutilisation du mobile, liée notamment à la clientèle jeune, qui prend essentiellement les transports en commun et qui aussi utilise beaucoup plus le mobile que nous. Il y a la multivalidation, qui est un prérequis, mais finalement qui n'est pas tant utilisé que ça, mais c'est de la même façon, c'est lié aussi aux usages. Il y a plus de personnes seules qui utilisent les transports en commun. Et puis, il y a également le déploiement à l'échelle de régions qui commencent à se voir, à se constater. Au-delà de ces évolutions, CB travaille à des évolutions aussi qui sont fonctionnelles, qui sont d'un autre ordre pour améliorer en permanence les paiements, la garantie de paiement. Il faut savoir qu'on a atteint des seuils très satisfaisants. Le taux d'acceptation en CB sur l'open payment est de plus de 99%. Et donc ça permet justement aux opérateurs de transport de réduire au maximum la dette quand il y en a une. Voilà, elle devient infime parce qu'après le taux d'acceptation, il y a une garantie de paiement qui est d'un montant de 10 €, voilà, qui permet de couvrir quasiment tous les paiements qui ont été réalisés. Et le succès de l'open payment qu'on constate, finalement, on se rend compte qu'il ouvre de nouvelles perspectives et on se dit qu'on pourrait très bien l'appliquer à d'autres secteurs. Alors, il y a les parkings, la mobilité douce, par exemple l'usage de trottinettes, de vélos. On pourrait l'étendre également à des recharges de véhicules électriques. Voilà, ça amène plein de réflexions, des travaux en fait, l'objectif, c'est vraiment toujours de trouver des parcours de paiement toujours plus simples, fluides, pour faciliter la vie des utilisateurs, des voyageurs. Voilà, donc on a terminé avec cette conférence. Alors, je vais prendre la tablette pour les questions.
Pendant que Stéphanie cherche sur sa tablette, j'ajoute juste que la partie multimodalité, puisque tu as évoqué des vélos en location, libre-service, choses comme ça fait partie aussi des modes doux qu'on essaye évidemment de promouvoir et qu'on envisage tout à fait d'intégrer aussi dans le panel des modes de transport intégrés dans le projet titre unique de transport. Merci. Alors, quelles fonctionnalités peut-on prévoir à l'avenir, serait envisageable à l'avenir pour l'open payment? Est-ce que quelqu'un veut... En termes de nouvelles fonctionnalités, l'intérêt, c'est justement de pouvoir agréger tout ce que Anne-Sophie d'un côté, Mélanie de l'autre ont pu donner. C'est-à-dire l'ouverture aux masses, c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal. En l'occurrence, une carte, c'est un numéro. Alors, c'est pas réducteur, hein. C'est juste que ça facilite encore plus l'usage. Une carte, c'est un numéro, ça peut devenir un identifiant. Tu indiquais tout à l'heure l'ouverture à d'autres modes, les trottinettes, les parkings et compagnie. À partir du moment où l'identifiant il est partagé, pour moi, ça veut dire qu'il y a encore plus de choses qui sont permises. La normalisation commence à se mettre sur le sujet aussi. Donc, on va pouvoir être interopérable dans quelques temps avec un peu de chance. Avec un peu de chance et beaucoup de travail en France. Donc ça, c'est un projet qui est sur les rails. Donc ça va être lancé là dans les jours qui viennent. Donc ça, c'est aussi pour moi une nouvelle fonctionnalité. Ok. Autre question, qu'est-ce qui fait que l'open payment atteint un sommet? Aujourd'hui, le sommet, c'est plus la politique tarifaire qui va contraindre légèrement. Le projet dont a parlé Mélanie tout à l'heure, côté titre unique, qui devrait gommer partiellement ce genre de choses, d'une part. Ensuite, il y a le fait que nos clients, nos voyageurs ne sont pas tous bancarisés. Donc là, il y a aussi un problème de diffusion. Il y a aussi une question de diffusion. C'est forcément une contrainte. Il faut savoir d'ailleurs qu'on n'a pas forcément le même succès avec les cartes qui nécessitent une demande d'auto assez lointaine en termes de banque émetteur, puisque par définition, elles ne répondent pas de la même manière. Voilà, une carte basée en Estonie, basée sur un compte que j'alimente avec un autre compte, évidemment, n'aura pas la même réponse qu'une carte domiciliée en France. Donc ça aussi, ça va être un facteur limitant. Et on va prendre une dernière question. Quelles sont les limitations techniques à l'open payment? Christophe, merci. Ouais, je suis désolé, avec plaisir, je suis là pour ça. Alors, limitation technique, aujourd'hui, la limitation technique que je vois avec l'open payment, c'est le fait qu'on ne puisse pas écrire dans les cartes. Voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'en billettique, on écrit dans les cartes. Si la billettique fonctionne ainsi très bien, extraordinairement bien depuis plusieurs dizaines d'années, c'est parce qu'on écrit dans les supports. Les cartes de paiement, messieurs les banquiers, on n'écrit pas dedans. Les cartes bancaires, j'aimerais bien qu'on puisse écrire dedans. J'ai bien fait la différence. Voilà. En fait, il y a l'espace, il y a tout ce qu'il faut, mais malheureusement, ça reste encore un peu tabou. Et pour qu'on ait la même souplesse entre l'open payment d'un côté et la billettique de l'autre, il faudrait qu'on puisse écrire dedans. Parce que l'open payment aujourd'hui, il est un peu handicapé par le contrôle. Parce que pour contrôler, il faut aller interroger un système central pour savoir s'il a vu depuis les 59 dernières minutes la carte en question. Or, ça veut dire qu'il faut que ça dépende de la qualité de la transmission de cette carte dans les 59 minutes précédentes. Ça fait beaucoup de si. Franchement, si on pouvait écrire dedans, ce serait vachement mieux. Voilà. J'écris tous les ans, j'écris au Père Noël. On n'a pas oublié ta demande. Ouais, je continue à écrire au Père Noël. Ahmed, tu veux répondre? Non. Bon, merci à tous. Merci pour votre présence.